Messieurs les présidents, messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères et consoeurs, mesdames, messieurs, Guy Leverger et moi-même avons décidé, après que les problèmes aient été bien posés par les précédents orateurs, de vous présenter un éclairage très rapide sur deux exemples, à la fois l'exemple d'une guérison par thérapeutique ciblée et puis l'exemple aussi de la pédiatrie, qui est un domaine où il y a eu des progrès extrêmement remarquables. Donc l'exemple dont je vais vous parler très brièvement en 6 diapos, c'est celui des leucémies aiguës promyélocytaires, maladie très rare, plus rare encore que la leucémie myéloïde chronique, guérie avec 25% de guérison obtenue par les anthracyclines il y a une quarantaine d'années, acide rétinoïque, une hormone qui va donner de la différenciation in vivo, régression remarquable de la leucémie mais rechute constante, combinaison de cette hormone avec des anthracyclines et cette fois-ci un progrès thérapeutique majeur puisque les guérisons passent de 30% à 70%. Un deuxième médicament trouvé de manière empirique, l'arsenic, qui va guérir 70% des patients en monothérapie et ceci de manière définitive, c'est-à-dire que contrairement aux inhibiteurs de kinase, on peut arrêter le traitement et les patients rentrent chez eux. Et puis plus récemment, avec des données de grands essais qui n'ont pas encore été publiés, la combinaison d'acide rétinoïque et d'arsenic qui va donner plus de 95% de guérison définitive et sans même de chimiothérapie génotoxique pendant la durée du traitement. Alors cette maladie est en fait une maladie qui ressemble à ce dont François Guillot vous a parlé pour la leucémie myéloïde chronique. Elle est due à une translocation chromosomique. Cette translocation implique le gène du récepteur à l'acide rétinoïque. Et c'est une définition très simple. Merci. C'est une maladie qui est causée, liée uniquement par l'expression d'une protéine. C'est une maladie, et c'est tout à fait inhabituel dans le domaine du cancer, qui est une maladie strictement monogénique, et ceci a été montré par le séquençage massif. Il n'y a pas d'autres altérations régulières, souvent même il n'y en a pas du tout. Il y a peut-être quelques anomalies épigénétiques, encore que ça a été discuté. Essentiellement, c'est une maladie qui est liée à l'expression d'une seule protéine. Et les deux thérapeutiques qui ont été trouvées encore une fois de manière empirique après la chimiothérapie, l'acide rétinoïque et l'arsenic, eh bien, vont partager une propriété qui est de faire disparaître la protéine. La protéine va être dégradée sous l'effet du traitement et des travaux de nombreux groupes, en particulier en utilisant des modèles animaux de cancer, ont pu montrer que cette capacité de ces deux médicaments à dégrader cette protéine maîtresse était la base de la réponse thérapeutique. Alors, de manière remarquable, ces deux médicaments vont avoir la propriété d'induire cette dégradation en ciblant chacune des deux parties constitutives de cette protéine de fusion. La partie récepteur à l'acide rétinoïque est dégradée par la fixation directe de l'acide rétinoïque qui va induire des contacts avec le protéasome et la dégradation protéasome dépendante. Et l'arsenic, lui, va se fixer directement sur l'autre partie de la fusion, sur sa partie PML, et va induire également un processus de dégradation et de catabolisme. Alors on a parlé tout à l'heure du rôle des modèles animaux. Ce rôle est important. Dans le cas particulier, le rôle a été essentiel puisque des études sur le matériel sur lequel on travaille habituellement, les lignées cellulaires, avaient conclu à l'antagonisme fonctionnel de ces deux drogues et donc pendant au moins 10 ans, elles n'ont jamais été associées. Et puis, lorsque les modèles animaux sont devenus disponibles, on s'est aperçu au contraire qu'il y avait une synergie formidable entre ces deux agents et que l'association des deux agents allait guérir définitivement et complètement 95% des malades. C'est donc un modèle pour les traitements personnalisés qui répond à beaucoup des questions qu'on peut se poser sur ces traitements ciblés. Ici, on a 100% d'efficacité dans les leucémies aiguës promyélocytaires, mais aucune efficacité dans les autres leucémies. On a une guérison qui est définitive, c'est-à-dire que les patients ne sont plus traités. On a des biomarqueurs pour le diagnostic, et en particulier par des techniques d'imagerie cellulaire, on peut savoir immédiatement si on a affaire à une leucémie promyélocytaire, et donc on peut savoir immédiatement s'il faut donner de l'arsenic ou de l'acide rétinoïque. Et ceci pose des problèmes qui ont été soulevés par Thomas Thurst de la disponibilité des produits. C'est une maladie extrêmement rare, c'est une urgence médicale car ces patients peuvent se mettre à saigner et mourir d'hémorragie avant que le traitement ne fasse de l'essai. Il faut donc que tous les hôpitaux qui soient amenés à voir ces malades aient en stock de l'acide rétinoïque et de l'arsenic. Il y a des problèmes de prix, dont je dirai brièvement quelques mots après. Mais à la fin, et ça reprend les arguments de Thomas Thurst, on a une prise en charge qui est simplifiée puisque les malades sont guéris et au fond on a une économie puisque ces malades vont être définitivement guéris, ne sont plus traités. Et ça nécessite bien sûr, ça a été souligné par de nombreux intervenants, une formation des équipes puisque c'est une maladie extrêmement rare, mais c'est par ailleurs une chance qu'il ne faut pas laisser passer.
Alors le prix, ça c'est un article de Nature Medicine montrant que l'arsenic a soulevé toutes sortes de controverses dans la communauté médicale et scientifique parce que le prix de mise sur le marché de l'arsenic, qui est un médicament sur lequel il y a eu très peu de recherche et de développement, puisqu'il était déjà utilisé il y a 2000 ans, que sa découverte a été empirique, mais néanmoins, dans la plupart des pays du monde, une cure vaut environ 50 000 $, ce qui veut dire que beaucoup de pays n'ont pas utilisé ce médicament parce que trop coûteux. Un certain nombre de pays même ont décidé de le faire eux-mêmes en cachette, comme les Indiens ou les Iraniens, et dans certaines parties d'Amérique du Sud aussi. Et donc ceci a conduit à une controverse assez considérable sur la définition du juste prix. Est-ce que le juste prix, finalement, c'est le prix de la recherche, ou est-ce que le juste prix, c'est le prix d'une vie sauvée? C'est encore un débat. Alors, je voudrais finir sur le fait que cette personnalisation de la médecine conduit à une explosion complète des cadres nosologiques, de la définition des maladies. Et donc, on se trouve maintenant confronté à une véritable myriade de maladies orphelines ou hyper rares. Et ceci représente une revue de Tom Look il y a quelques années sur les leucémies aiguës, lymphoïdes ou myéloïdes. Vous voyez la complexité du camembert. Et ceci était encore une image beaucoup simplifiée par rapport aux définitions aujourd'hui naissant du séquençage massif, qui sont encore infiniment plus complexes et donc qui vont poser effectivement des problèmes très importants de réflexion pour chacune de ces maladies. Et pour chacune, il va falloir mettre au point un traitement personnalisé. Je vais maintenant passer la parole à Guy, qui va vous parler du problème plus spécifique de la pédiatrie. En tant que pédiatre hémato-oncologue, permettez-moi de terminer donc par quelques mots sur l'enfant. Les cancers de l'enfant sont des pathologies rares, environ 2000 nouveaux cas en France chaque année, mais ce ne sont pas des maladies si rares que ça, puisque un enfant sur 500 est touché durant son enfance ou son adolescence par un cancer. Les progrès ont été très importants, puisque aujourd'hui, en France et dans les pays industrialisés, la survie de l'ensemble des enfants ayant été traités pour un cancer est de l'ordre de 80%, ou peut-être un peu supérieur à 80%. Mais 80%, c'est pas tant que ça. Il y a encore 20% aujourd'hui des enfants qui meurent d'un cancer. D'autre part, certains enfants guérissent d'un cancer au prix d'une chimiothérapie très intensive, parfois avec une greffe de moelle, dont on sait qu'ils peuvent engendrer des séquelles dans leur vie future, surtout lorsque c'est proposé chez des enfants petits. On sait également que le pronostic de certaines formes de leucémie reste très péjoratif, car lorsque l'on dit que les cancers guérissent dans 80% des cas, cela sous-entend que certaines formes, par exemple de leucémie, guérissent dans 95% des cas, et que d'autres ne guérissent que dans 30 ou 40% des cas. Donc, hétérogénéité du pronostic, et puis d'autre part, beaucoup de maladies cancéreuses ne sont pas accessibles à un traitement curateur dans les pays émergents, malgré tous les efforts que l'on peut faire, aussi bien en France que dans d'autres pays, pour aider la recherche et l'accès aux médicaments pour ces enfants. Donc pour toutes ces raisons, il est indispensable de trouver de nouvelles approches thérapeutiques et les traitements ciblés apparaissent tout à fait pertinentes. Deux exemples d'applications, et François Guillot en a cité un, d'application des progrès appliqués à l'enfant à partir des progrès réalisés chez l'adulte. La leucémie myéloïde chronique, comme François l'a dit, les cas chez l'enfant sont rares, mais néanmoins, ce n'est pas une maladie non plus totalement exceptionnelle. Et puis, plus grave peut-être, on sait que ce transcrit BCR Abelson, donc qui a été initialement mis en évidence dans la leucémie myéloïde chronique, est également retrouvé dans certaines leucémies aiguës lymphoblastiques. C'est plus fréquent chez l'adulte que chez l'enfant, mais néanmoins, le pronostic de ce transcrit était catastrophique. Il y a 20 ans, nous savions que faire le diagnostic d'une leucémie aiguë lymphoblastique à chromosome Philadelphie, comme on disait, comme on dit encore, était synonyme d'un pronostic catastrophique, à moins d'une éventuelle greffe de moelle, et à condition que le patient veuille bien se mettre en rémission complète. Aujourd'hui, les chances de guérison de ces enfants sont plutôt autour de 80%. Et la recherche qui se fait à l'échelle européenne et internationale vise à mieux codifier la place de la chimiothérapie, des inhibiteurs de tyrosine kinase et éventuellement de la greffe de moelle pour les patients qui seraient plus résistants, et éventuellement aussi de traitement après greffe de moelle qui permettra certainement de guérir encore davantage d'enfants.
Donc une maladie au pronostic redoutable qui devient, avec un médicament ciblé, une forme de pronostic presque favorable. Beaucoup de médicaments sont utilisés en pédiatrie, que ce soit en cancérologie ou dans les autres spécialités pédiatriques, hors AMM, avec des essais qui ont été faits par les sociétés savantes, par les groupes, beaucoup plus que par les industriels. Et fort de cette remarque, en janvier 2007, une nouvelle réglementation européenne a été mise en route, permettant aux industriels de proposer, dès lors qu'un médicament pouvait avoir un intérêt chez l'enfant, de proposer ce qu'on a appelé un plan d'investigation pédiatrique, c'est-à-dire une étude, une réflexion, une investigation chez l'enfant, moyennant quoi le laboratoire recevait une récompense, puisqu'il bénéficiait de 6 mois de plus de la propriété de ce médicament avant qu'il ne soit génériqué, quelles que soient les indications. Et donc 6 mois de plus, ça peut représenter quelques millions intéressants. En janvier, donc 5 ans après, il y a un peu plus d'une quarantaine de plans d'investigation pédiatrique qui ont été réalisés en Europe. Il y en a un peu moins d'une dizaine qui ont été terminés et certains concernent des thérapies ciblées. Donc on est rentré dans le chemin des essais thérapeutiques, des thérapies ciblées également chez l'enfant. Mais il y a quelques limites, et ces limites, on espère qu'on va pouvoir les lever par une imagination, une réflexion, un assouplissement. Ça a été souligné par Thomas Thurs. Certaines maladies sont très rares. Le mélanome, par exemple, on a vu les progrès fabuleux du mélanome réalisé chez l'adulte. Pour enregistrer 1 ou 2 cas de mélanome chez l'enfant, il faut un nombre de centres extrêmement important. Et encore, si on monte la pédiatrie jusqu'à 18 ans, il y a un peu plus de patients entre 15 et 18. Donc il faut que ces enfants ayant un mélanome aussi rare et aussi exceptionnel soit-il puissent bénéficier dans l'avenir de ce type de traitement. On est confronté parfois à des maladies de pronostic favorable, par exemple certains lymphomes. Donc il est vrai que donc peu de rechutes. Donc la mise en route de ces thérapies ciblées doit obéir à une certaine réflexion. Il est certain que diminuer le poids de la chimiothérapie grâce à un médicament aussi actif ou plus actif et moins toxique, c'est aussi la recherche de la pédiatrie. Mais il faut effectivement, comme ça a été dit, réinventer ou réimaginer certaines formes de recherche. La cible. Alors on a parlé du cancer du poumon et on a parlé du l'oncogène ALK. Ce gène ALK, il est impliqué dans plusieurs translocations, il est muté dans certaines maladies. Et il y a plusieurs maladies dans lesquelles on retrouve des anomalies de ce gène ALK, et en particulier chez l'enfant, c'est un peu plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte, le lymphome anaplasique. Mais ce n'est pas la seule maladie. Aujourd'hui, l'essai qui a été réalisé par le crizotinib initialement, donc l'anti-ALK, n'a concerné que le cancer du poumon. Donc on s'est intéressé à une maladie et on ne s'est pas intéressé à une cible. Et il faudra dans le futur, bien entendu, que l'on s'intéresse davantage à une cible, quelle que soit la maladie sous-jacente, le cancer sous-jacent, ainsi d'autres maladies plus rares, et en particulier la population pédiatrique, pourrait bénéficier de cette approche thérapeutique. Et puis enfin, il y a des cancers tout à fait spécifiques à l'enfant, par exemple le neuroblastome avec l'amplification de l'oncogène ennemique. Malgré tous les progrès qui ont été réalisés ces dernières années, ça reste une maladie qui n'est pas exceptionnelle et qui est de très très mauvais pronostic. Mais comment sensibiliser les industriels ou un industriel à réaliser une molécule qui ciblerait une cible propre à l'enfant? On peut rêver, et en tout cas, il faut aller dans cette direction dans le futur. Donc, il y a des limites, mais il y a aussi des pistes pour évoluer au-delà de ces limites. Voilà, on en a terminé. Messieurs les secrétaires, messieurs les présidents, nous voudrions vous remercier avec Hugues Deté de la confiance que vous nous avez faite, remercier nos collègues orateurs d'avoir accepté notre invitation et si bien présenté vos topos, et puis tous les orateurs, chers collègues. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous à cet exposé et à cet après-midi. Et en tout cas, merci de votre écoute. Merci.